Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Prenez place, installez-vous. On va parler ce soir du château des Ducs de Bretagne. Au cœur de Nantes, entre les rues pavées du centre-ville et les reflets tranquilles de la Loire, s'élève une silhouette familière. Blanche, massive, austère, elle veille depuis des siècles. Le château des Ducs de Bretagne. Derrière ces remparts de granit, ce lieu a vu passer rois et duchesses, soldats et prisonniers. C'est une forteresse, un palais, un musée, mais surtout un témoin. Nous sommes à la fin du XIIIe siècle. Nantes est alors une ville prospère, carrefour commercial de l'ouest de la France. À cette époque, le duché de Bretagne est indépendant. Il entretient des relations compliquées avec le royaume de France, entre alliances et rivalités. Milieu du XVe siècle, François II, duc de Bretagne, lance la construction du château que nous connaissons aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'une demeure, c'est une forteresse, une ligne de défense face à une menace grandissante, celle du roi de France, Louis XI. Les premières pierres sont posées sur les ruines d'un ancien château médiéval, celui de la famille des comtes de Nantes. Mais cette nouvelle forteresse, François II la veut moderne. Murs épais, douves profondes, 7 tours imposantes, l'architecture est pensée pour résister aux canons, aux sièges, aux ambitions royales. Le château devient alors un symbole du pouvoir breton. C'est ici que le duc tient sa cour, rend la justice et négocie. C'est aussi ici que grandit sa fille, Anne de Bretagne. Une enfant discrète, entourée de chevaliers, de clercs et de dames de compagnie. Une enfant destinée à devenir reine. À l'extérieur, les rues de Nantes sont animées. Marchands, pêcheurs, artisans circulent près des douves. Les cloches sonnent, les bannières claquent au vent. Le château domine, silencieux mais omniprésent. À cette époque, on entre par un pont-levis. On pénètre dans la cour intérieure, protégée comme un écrin. On découvre alors un contraste étonnant. Derrière les murailles sobres, le logis ducal affiche des façades sculptées, des fenêtres à meneaux, des tourelles élégantes. Le pouvoir s'y défend, mais il s'y affiche aussi. C'est dans ce château que la Bretagne va vivre ses dernières années d'indépendance. Une page se tourne, une autre s'ouvre, celle d'Anne de Bretagne. 1491. Anne de Bretagne a 14 ans. Son père est mort 5 ans plus tôt et elle hérite d'un duché assiégé par l'armée française. Pour éviter l'annexion par la force, elle accepte ce que l'histoire appelle aujourd'hui un mariage diplomatique. Anne épouse donc le roi de France Charles VIII. Elle devient reine et la Bretagne, peu à peu, devient française. Le mariage est célébré au château de Langeais, mais c'est à Nantes que bat encore le cœur de la duchesse. Lorsqu'elle revient dans son château natal, c'est désormais en reine qu'elle franchit ses portes. À la mort de Charles VIII, elle épouse son successeur Louis XII. 2 fois reine de France, seule femme de l'histoire à avoir porté cette couronne 2 fois. Mais elle reste aussi, jusqu'à sa mort, duchesse de Bretagne. Elle défendra l'autonomie du duché toute sa vie. C'est à cette époque que le château change de visage. Il n'est plus seulement une forteresse, il devient aussi un palais. Anne y entreprend des travaux d'embellissement. On y installe des larges fenêtres, des cheminées sculptées, des décors finement ouvragés. On y organise des fêtes, on y signe des traités. Le raffinement de la Renaissance s'installe dans les pierres grises du Moyen-Âge. Le château devient le reflet d'une transition, celle d'une Bretagne entre 2 mondes, entre un passé féodal et un avenir royal. Entre indépendance et union, lorsque François Ier, petit-fils d'Anne de Bretagne, monte sur le trône, le rattachement de la Bretagne à la France devient définitif. Et pourtant, à Nantes, le château garde quelque chose de singulier, une mémoire bretonne enracinée dans les murs. L'écho d'une duchesse qui ne cessa jamais d'être bretonne, même en devenant reine de France. Au fil des siècles,
le château des ducs de Bretagne perd peu à peu de son prestige. La cour ne réside plus à Nantes, mais à Paris ou à Versailles. Le pouvoir s'est éloigné, et avec lui les fastes de la Renaissance. Le château, lui, reste là, imposant, mais de plus en plus oublié. Au XVIIe siècle, il devient une garnison militaire. On y loge des soldats. On y stocke des armes, des poudres, des vivres. Les anciennes salles d'apparat se transforment en casernes. Les murs s'usent, les sculptures s'effacent et les douves se comblent peu à peu de débris. Pendant la Révolution française, le château sert de prison. Il enferme prêtres réfractaires, royalistes, mais aussi simples suspects. Les cellules sont froides, sombres, parfois insalubres. Un lieu de pouvoir devenu un lieu d'enfermement. Puis vient le 19e siècle, et avec lui l'oubli. Nantes se transforme, s'industrialise. Le château devient un obstacle à l'urbanisation. Certains proposent même sa démolition. Mais il tient bon. On le répare vaguement, sans jamais vraiment le restaurer. Après la guerre, les Nantais redécouvrent peu à peu leur château. En 1924, il est classé monument historique. Mais il faudra attendre la fin du XXe siècle pour que commence une véritable renaissance. Dans les années 90, un immense chantier de restauration s'engage. Pendant près de 15 ans, architectes, historiens et ouvriers redonnent vie à l'édifice. Les façades sont nettoyées, les douves réaménagées, les toitures refaites à l'identique. On rouvre les ponts, on recrée les jardins, on redessine les cours. En 2007, le château rouvre enfin ses portes au public. En son cœur, un musée flambant neuf, le musée d'histoire de Nantes. Moderne, interactif, il raconte la ville depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Commerce atlantique, esclavage, révolution industrielle, guerre mondiale, tout y passe. Le passé de la ville se lit dans ses murs. Aujourd'hui, le château des Ducs de Bretagne est bien plus qu'un monument historique. C'est une mémoire vivante, enracinée dans le cœur de Nantes. Forteresse, palais, prison, musée, il a changé 1000 fois de visage, mais n'a jamais cessé d'exister. Ces pierres ont vu naître une reine, tomber une duchesse, passer des soldats, défiler des touristes. Elles ont tout vu, tout entendu, tout gardé. Le bruit des sabots sur les pavés, le silence des cellules, le rire des enfants qui jouent aujourd'hui sur ces remparts. Alors si vous passez à Nantes, levez les yeux. Derrière les tours et les créneaux, peut-être entendrez-vous, au détour d'un escalier, un souffle d'histoire. Celui d'Anne, de François et de tous ceux qui ont habité cette forteresse étrange, fière et indestructible. Car le château n'appartient plus aux ducs, il est à ceux qui prennent le temps de l'écouter.